Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire S'implanter au Japon, organisé par la CCI France-Japon, de concert avec David Ledoussal, qui est avocat au barreau de Paris, qui va nous accompagner plutôt sur les aspects juridiques de ce webinaire, et également de Benoît, qui travaille à la CCI France-Japon et qui est spécialiste du recrutement, et qui va pouvoir vous donner toutes les informations clés sur le recrutement de vos futurs recrues au Japon. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui est de vous donner un maximum d'informations concernant l'implantation. Ça signifie un parcours juridique, mais également fiscal. On essaiera de vous donner une palette d'informations sur le marché, ce à quoi il faut faire attention, être vigilant. Et par ailleurs, on vous proposera de vous accompagner plus en profondeur si vous souhaitez vous implanter et que ça vous donne des idées, ce webinaire, avec des exemples très concrets et notamment des prestations de services sur lesquelles on peut vous aider. Nous sommes normalement à ce webinaire une cinquantaine de participants. Merci à tous pour votre intérêt. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site de la CCI France-Japon, mais également sur le site de la CCI France Internationale. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez à votre disposition dans l'onglet un Q&A, donc questions-réponses. Donc n'hésitez pas à donner vos questions, on essaiera d'y répondre au maximum. En ce qui concerne le déroulé, on est parti sur 50 minutes de webinaire avec à peu près 35-40 minutes de présentation qui, nous l'espérons, répondront au maximum à vos attentes. Puis derrière, une dizaine de minutes réservées à vos questions plus précises et même si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous après ce webinaire. À la fin du webinaire, vous allez également avoir un sondage puisqu'on cherche toujours à améliorer la qualité de nos webinaires et à répondre au mieux à vos demandes et à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous faire part d'axes d'amélioration qu'on pourrait avoir pour les prochains webinaires. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on commence le déroulé. Alors, s'implanter au Japon, vaste sujet. Nous allons d'abord vous présenter le marché japonais, dans un second temps, les aspects légaux, puis le recrutement, et vous parler d'une journée implantation de la CCI France-Japon qui pourra vous aider en détail sur ce sujet. Le marché japonais. Donc, le Japon est un pays de 127 millions d'habitants qui a une superficie qui est à peu près les 2/3 de la France. Le taux de natalité est relativement faible, un des plus bas au monde. La densité de population est une des plus fortes au monde. L'espérance de vie est d'une des plus élevées au monde, 84 ans. Un PIB qui est dans les pays bien évidemment les plus développés, le Japon étant la 3e puissance économique au niveau mondial. Le PIB par habitant est également assez élevé, il est relativement proche du PIB par habitant en France. Le taux de chômage est extrêmement bas, 2,4%, il est bas structurellement et même avec l'impact du Covid. Aujourd'hui, les chiffres sont légèrement montés à 2,6, mais restent tout à fait raisonnables. En termes de PIB, pour vous donner un équivalent, donc la région du Kanto, qui est la région de Tokyo, principalement, la préfecture, la région, donc le PIB est équivalent à celui de la Russie. Ce qui concerne la région de Chubu, Nagoya, c'est équivalent au PIB de la Corée, et le Kansai, Osaka, équivalent au PIB de l'Indonésie. Pour Kyushu, Fukuoka étant le chef-lieu, c'est le PIB de la Thaïlande. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays qui est quand même extrêmement étendu, 2 régions pèsent 70% du PIB japonais. Donc, elles sont autour de Kyoto et d'Osaka, le Kansai et le Kanto. Et donc, ce sont en général les régions de prédilection pour une implantation. Néanmoins, il y a une forte activité économique aussi dans d'autres zones et il ne faut pas négliger, si vous souhaitez vous implanter
dans la province, des villes qui sont aujourd'hui extrêmement dynamiques et des préfectures qui se développent et s'ouvrent de plus en plus au monde des affaires. La population urbaine, donc cette population s'accroît puisque, comme on l'a indiqué, on a des gros pôles d'agglomération autour de la ville de Tokyo, de Nagoya, d'Osaka principalement. L'économie japonaise, au niveau de ses forces, c'est la 3e économie mondiale. L'économie est mature, la population a un très fort pouvoir d'achat, les infrastructures sont performantes, donc tant en termes routiers que ferroviaires, mais également aéroportuaires. Il y a une très forte innovation au Japon. Ce sont, en termes d'implantation, les sociétés qui réussissent sont souvent orientées dans ce domaine, mais également, on a pas mal d'implantations dans le domaine de food and beverage aussi. C'est le 4e pays en montant d'exportation, donc un gros faiseur sur le marché international. C'est une démocratie et ça c'est important pour l'implantation qui est d'une grande stabilité politique. La corruption est devenue extrêmement faible. Et également, en termes d'implantation, il est important de savoir qu'il y a un plan de relance ambitieux depuis plus d'une dizaine d'années, qui a été lancé par le Premier ministre, M. Abe, via les Abenomics, donc qui est axé sur trois points: l'assouplissement monétaire, la relance budgétaire et des réformes structurelles afin de porter le développement du pays et un renouveau avec la croissance. En termes de contraintes, la croissance est atone, donc c'est relativement stable depuis plusieurs années, néanmoins elle reste là. Le déclin démographique est notable, mais malgré tout, il y a une grosse proportion de seniors, donc 30% de la population a plus de 65 ans. C'est une population qui a un très fort pouvoir d'achat. Le manque de productivité est une contrainte au Japon puisque, comme vous le voyez, la productivité horaire est inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Néanmoins, ça reste très important de venir s'implanter au Japon, sachant qu'il y a un besoin fort de proximité du pays. Les contraintes sociales sont assez fortes. On a une aversion par rapport au changement qui est relativement forte, mais ce qui fait que le marché se gagne sur la durée et la confiance. Donc s'implanter au Japon, c'est faire un premier pas sur le marché et gagner en espoir de collaboration avec la population japonaise et avec les partenaires futurs. Voilà, donc le Japon aujourd'hui se trouve à un moment charnière de son histoire avec un fort impact de la guerre commerciale sino-américaine, des relations qui sont relativement fragiles aujourd'hui avec la Corée, une hausse de la TVA également qui a eu lieu en septembre 2019 et qui a impacté la consommation puisqu'il y a eu un passage de 8 à 10%. Et également les enjeux sanitaires, bien évidemment, qui sont liés au Covid, comme dans tous les pays du monde, mais dont l'impact est beaucoup plus négligeable qu'en Europe et dans les pays occidentaux. En ce qui concerne l'investissement, alors si vous voulez vous implanter au Japon, il faut investir. Ça demande de l'investissement financier, mais également de l'investissement dans le temps. Néanmoins, les retours sur investissement sont très importants. C'est un marché, comme on l'a dit, avec un pouvoir d'achat qui est relativement élevé, des tailles d'entreprises prospects japonais qui sont importants, mais également beaucoup de PME, donc beaucoup de potentiel de business. Les marges sont élevées, les stratégies sont à long terme, les paiements sont très fiables, donc c'est un pays dans lequel on recommande fortement d'investir et vous en aurez les fruits en toute sécurité. En ce qui concerne le marché, comme on l'a un petit peu évoqué, c'est un marché qui est mature, mais néanmoins concurrentiel, bien évidemment. Donc, si vous souhaitez vous implanter, il faut savoir valoriser votre offre,
avoir des arguments de différenciation, mais votre histoire, le fait que les entreprises françaises soient également très considérées par les Japonais est un synonyme de réussite. S'implanter au Japon, c'est un gage de qualité puisque c'est un marché qui est des plus exigeants au monde avec des consommateurs, qu'ils soient en B2C, mais également des partenaires prospects B2B qui ont des exigences extrêmement élevées en termes de qualité, de délai, qualité de relations, qualité de produits, qualité de services, bien évidemment. Donc, si vous voulez vous implanter, il faut que vous ayez ça en tête pour aborder le marché japonais avec toutes les chances de réussite. Par ailleurs, l'investissement au Japon et l'implantation au Japon est un vrai tremplin vers les autres pays d'Asie. Le Japon peut paraître parfois un pays difficile d'accès, notamment pour une implantation d'une filiale, d'un bureau de représentation, etc., dont parlera Davy plus tard. Néanmoins, c'est un pays qui a une aura sur l'Asie très importante. Et quand on s'implante au Japon et qu'on a réussi au Japon, on a les portes ouvertes vers l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est, puisqu'il y a un niveau, l'Asie sait que le Japon est tellement exigeant si les entreprises françaises ont réussi au Japon, elles réussiront fort probablement ailleurs. En amont, pour travailler efficacement avec des partenaires au Japon, mais également s'implanter de façon sereine, il faut bien se préparer. Donc, trouver un point d'entrée, un partenaire, donc, par exemple, un très bon bureau d'avocats, comme nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés par Davy, le cabinet TMI. Il faut savoir également japoniser votre offre, donc répondre aux besoins locaux, bien évidemment, préparer consciencieusement vos documentations en anglais, mais également s'appuyer de façon générale, là on parle de l'offre, mais si on parle plus d'implantation, savoir vous appuyer sur les bons partenaires pour réussir plus facilement, notamment par rapport aux barrières de la langue, également aux barrières culturelles, mais aussi à la compréhension du marché japonais qui peut parfois paraître un petit peu complexe. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par des partenaires. Ces partenaires, il faut leur rendre bien évidemment rendre visite régulièrement, être sur place, donc à proximité. On précise que la présence locale, donc l'implantation, est un énorme plus pour rentrer dans un mode de business récurrent avec la communauté japonaise. Construire la relation dans la confiance et donc dans la durée. Montrer sa compréhension par rapport aux aspects culturels locaux qui sont bien évidemment relativement différents. Donc, on dirait qu'il y a un grand écart culturel qui est un des plus importants entre le monde occidental et le Japon. Respecter tout ce qui est qualité, délai, suivi, respecter la relation au quotidien avec vos partenaires, c'est les clés de succès d'une implantation réussie. Travailler dans la durée, on en a déjà parlé, on n'aura cesse de le rappeler. Le Japon, on n'ouvre pas les portes du Japon en 2 mois. C'est encore une fois une relation de confiance, être très présent au quotidien avec ses partenaires, avec ses futurs prospects et donc monter une filiale avec un représentant local est une des clés de succès aussi très importantes. En termes d'attitude, être à l'écoute et faire preuve de patience, comme on l'a dit. Je vais laisser maintenant la parole à Davy, qui va vous parler des aspects légaux et qui va vous accompagner lors de ce webinaire sur différents points commerciaux, implantation d'une filiale, les contrats, etc. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Davy Ledessal, je suis avocat au barreau de Paris et je suis inscrit au barreau de Tokyo. Ça fait maintenant à peu près une quinzaine d'années que j'exerce au Japon, où j'accompagne les entreprises françaises de toute taille et dans tout secteur d'activité dans leurs différentes opérations et investissements ici au Japon. Donc, je vais vous dresser un panorama assez rapide dans une quinzaine de minutes de l'environnement juridique des affaires
auxquelles vous pouvez être confronté lorsque vous commercez avec des Japonais ou lorsque vous êtes implanté plus directement. En termes d'introduction générale, on peut noter qu'on est dans un système juridique qui nous est assez familier, en ce sens que nous avons un système juridique qui est basé sur des lois écrites, alors qui ne sont peut-être pas aussi précises que celles que l'on a en France, mais qui sont quand même beaucoup plus faciles d'accès que de la jurisprudence qu'il faut aller rechercher dans des bases de données ou dans des bibliothèques. Le gouvernement japonais aussi fait des efforts pour traduire en langue anglaise et rendre ainsi accessibles ces principaux textes de loi auxquels vous pouvez donc avoir accès via un site internet. Globalement, la loi sur les sociétés, les lois sur les conditions de travail sont disponibles en version anglaise. Il faut juste faire attention à ce que les versions que vous utilisez soient les plus fraîches possibles par rapport aux dernières évolutions. Mais normalement, dans l'ensemble, vous arrivez à trouver les traductions anglaises des principaux textes de loi. Le Japon reste un pays ouvert aux échanges avec l'étranger. Il est parti à différents accords, notamment ceux de l'OMC ou encore de l'Organisation mondiale des douanes. Et il conclut aussi un grand nombre d'accords de libre-échange, dont l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Japon. En ce qui concerne les relations franco-japonaises, on a célébré en 2018 le 160e anniversaire des relations bilatérales. La France est un investisseur important au Japon. C'est le 3e investisseur étranger en termes d'investissement direct étranger, donc le montant des investissements réalisés directement par les entreprises. Et on constate, j'ai pris les chiffres du Trésor français, une augmentation des exportations françaises à destination du Japon, notamment dans l'agroalimentaire avec plus 7%. Il faut y voir ici probablement l'un des effets positifs de l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et le Japon qui vise à libéraliser les flux de marchandises entre les deux zones géographiques. Donc on a un cadre conventionnel qui est très favorable. Au-delà de cet accord de partenariat économique entre l'Europe et le Japon, on a, pour ce qui concerne la France, une convention de non-double imposition qui vous permet donc de ne pas avoir à payer d'impôts dans les deux pays et un accord de sécurité sociale qui est, lui, plus intéressant pour l'envoi de salariés ou français au Japon pour une certaine durée. Alors, j'ai regardé la liste des participants. Certains d'entre vous sont déjà présents au Japon avec des filiales bien établies. D'autres ne sont probablement pas encore établis. Donc, une première approche pour aborder le marché japonais peut être de trouver un accord contractuel avec un partenaire japonais. Les pourparlers au Japon peuvent répondre à certaines caractéristiques qui sont liées à la recherche du consensus. Ça signifie principalement qu'un certain temps doit être passé par votre partenaire japonais pour faire circuler l'information en interne et que le projet requiert l'assentiment de tous les participants. Ça peut être aussi bien les services commerciaux, les services techniques, les services marketing, les services juridiques, etc. Donc, il y a toute une phase d'analyse de votre projet ou de votre produit par l'entreprise qui est menée en amont avant de parvenir à un accord. Donc, cette phase peut être assez longue, parfois assez déroutante, parce que de nombreuses informations techniques ou commerciales vous seront demandées. Ces négociations, vous les mènerez très souvent avec des intermédiaires qui pourront être des interprètes, des traducteurs, avec des chargés de mission, des consultants. La Chambre peut effectivement vous aider dans ces démarches. Les avocats interviennent assez peu dans les négociations commerciales, si ce n'est en retrait. Les avocats ne vont généralement pas négocier des contrats pour le compte des entreprises. Alors, il nous arrive de le faire de temps en temps, mais on prend bien soin d'indiquer à la partie japonaise qu'on n'intervient pas tant en tant qu'avocat, mais plus comme facilitateur des négociations, notamment pour expliquer qu'il peut y avoir des biais culturels et qu'on est là pour essayer de rapprocher les points de vue des parties. Comme en France, dans cette phase de négociation, vous pouvez être amené à signer des accords précontractuels, comme des accords de confidentialité. Leur contenu est assez classique et n'appelle pas de commentaires particuliers. Il faut juste faire attention à ce qu'il soit bien contraignant pour la partie japonaise et qu'il ne soit pas juste une déclaration d'intention. Alors, les contrats, si tout se passe bien, seront signés dans la langue que vous souhaitez. Il n'y a aucune obligation d'avoir un contrat en japonais. Le contrat peut être signé en français,
en japonais, en anglais ou dans toute autre langue. Il peut être signé en version bilingue. Mais dans ce cas-là, il est quand même considéré de préciser quelle version linguistique fait foi en cas de contentieux. Les contrats sont généralement courts. On va dire un contrat fait entre 5 et 7 pages pour l'essentiel. Il y a quelques petites particularités. Les sceaux des sociétés qui remplacent les signatures sont apposés sur les versions japonaises des contrats. Et de temps en temps, sur certains contrats commerciaux, on peut être amené à apposer un timbre fiscal. Alors, les choses évoluent. Lorsque le contrat est signé par voie électronique, le timbre fiscal n'est pas obligatoire. Et quand le contrat est signé avec une partie étrangère et que la partie étrangère a signé en dernier le contrat, l'apposition du timbre fiscal n'est pas non plus obligatoire. Alors, il y a parfois quelques troubles chez les entreprises françaises quand elles sont confrontées à ces questions de timbre. Généralement, les contrats, une fois qu'ils ont été signés, sont plutôt bien respectés. Les parties jouent le jeu. Mais il faut faire attention au retard de paiement. Les entreprises japonaises peuvent avoir des délais de paiement assez longs. Mais si elles ne payent pas à une échéance, c'est mauvais signe. Et le recouvrement de créances est une procédure assez lourde et assez onéreuse au Japon parce que vous êtes obligé, vous, en tant que créancier, de payer des droits de justice qui peuvent être proportionnels au montant de la créance que vous cherchez à recouvrer. Et donc, ça peut être lourd pour vous et assez handicapant de devoir saisir les tribunaux pour vous faire payer. Donc, faites attention si vous avez le moindre retard de paiement. Donc, les contrats commerciaux que vous avez trouvés sont les mêmes que vous avez en France, les contrats de vente, les contrats d'agence, de distribution, de licence ou de franchise. Il y a assez peu de particularités, si ce n'est peut-être pour ce qui est du contrat d'agence. Il n'y a pas, comme en Europe et en France en particulier, cette obligation de devoir verser une commission ou une indemnité plutôt de fin de contrat à l'agent si vous souhaitez mettre fin à votre relation. Vous pouvez soumettre votre contrat à la loi que vous choisissez. Donc, ça peut être aussi bien la loi française que la loi japonaise ou la loi d'un pays tiers. La seule contrainte que vous avez si vous choisissez une loi autre que celle du Japon, c'est de respecter les obligations issues du droit de la concurrence japonais qui, de toute manière, s'appliqueront à vous. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, soit parce que vous avez trouvé des partenaires commerciaux, soit parce que vous êtes convaincu que votre produit ou service trouvera une demande sur le marché japonais, vous pouvez vous implanter. Le Japon fait d'énormes efforts pour promouvoir son territoire. Donc là, j'ai pris les images du JETRO. Il met en place des politiques d'attractivité, des aides publiques, notamment pour tout ce qui est des centres de recherche. Il y a des procédures accélérées en matière d'immigration. Et il y a également des aides publiques à l'implantation qui sont données par les régions. Ophélia, si vous pouvez changer. Merci beaucoup. Alors ça, c'est pour le crédit d'impôt recherche. Et donc, il y a des aides publiques qui sont données par les régions. Et la Chambre de commerce ou le JETRO peuvent vous aider à être en relation avec les différentes régions pour voir quelles possibilités vous sont offertes. Au niveau du droit des sociétés, beaucoup de réformes ont été engagées depuis une bonne vingtaine d'années, notamment avec l'adoption d'une loi sur les sociétés en 2005-2006, qui a grandement assoupli les contraintes applicables aux sociétés. Ce qui fait que désormais, on peut créer une société, en théorie au moins, avec un yen de capital et sans le moindre administrateur résidant au Japon. C'est quand même assez facile à mettre en place. Vous allez trouver comme principale forme d'implantation le bureau de liaison, la succursale et la filiale. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, le bureau de liaison et la succursale ne sont pas des entités juridiques autonomes, ce ne sont que l'émanation de la société française qui les crée au Japon, ce qui signifie en pratique que s'il y a des dettes ou des engagements qui ont été contractés au Japon, ce seront finalement les engagements de la société française et qui devra donc les supporter in fine. La différence entre le bureau de liaison et la succursale, c'est que le bureau de liaison n'est pas enregistré, donc ça peut poser des problèmes pour obtenir un visa, ça peut poser des problèmes pour l'immatriculation des salariés à la sécurité sociale. La succursale, elle, est enregistrée auprès du bureau des affaires légales.
Elle a donc l'équivalent d'un extrait cabis, peut avoir des salariés affiliés à la sécurité sociale et surtout peut avoir des activités commerciales. Si vous êtes un peu plus confiant, vous pouvez aller à l'étape suivante et créer une filiale à 100% ou en partenariat avec l'un ou l'autre des partenaires. Il y a deux principales formes de sociétés qui sont disponibles. La GK ou KK, traditionnellement, c'est plutôt la KK qui correspondrait à la SA ou SAS, qui est retenue par les investisseurs étrangers, notamment parce que la GK aurait une image un peu plus négative. Juridiquement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes d'actes commerciaux avec ces deux structures. Le choix de l'une ou l'autre dépendra surtout de la gouvernance que vous voulez mettre en place. Vous pouvez également créer une société avec un partenaire japonais, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ça peut être, c'est vraiment une solution à voir au cas par cas. Donc, il y a assez peu de contraintes à la mise en place d'une entité au Japon, mais on constate quand même un renforcement, notamment dans les déclarations préalables d'investissement qui sont demandées de plus en plus souvent, notamment dans les secteurs technologiques. Donc, tout ce qui concerne les investissements dans le domaine de l'Internet, dans le domaine de la programmation informatique, requiert une déclaration d'investissement. Généralement, ça prend la forme d'un questionnaire sur les investissements que vous souhaitez faire dans les 3 prochaines années et le chiffre d'affaires envisagé pour également les 3 prochaines années. Donc, c'est purement déclaratif, mais ça allonge un tout petit peu les phases de constitution de la société. Alors, j'ai indiqué ici sur ce tableau-là les principales informations qui sont requises pour créer une société. Je noterai 2-3 points simplement. Il faut que si vous souhaitez avoir des visas pour des salariés qui viennent depuis l'étranger, donc, il faudra que la société ait une adresse physique et pas simplement virtuelle. Donc là, la Chambre peut vous mettre à disposition des locaux pour accueillir vos collaborateurs et permettre ainsi l'obtention d'une adresse. Mais c'est nécessaire d'avoir quand même une adresse physique avec des bureaux en propre pour faire la demande de visa. Le montant du capital social, je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il pouvait être égal à 1 yen, ce qui est exact du point de vue du droit des sociétés. Toutefois, si l'un des étrangers que vous souhaitez faire venir au Japon a vocation à diriger la filiale japonaise, l'émigration, pour sa part, exigera que la société ait un capital au moins équivalent à 5 millions de yens dans les cas les plus fréquents. Donc, il faut faire attention à ce point-là lorsque vous déterminez le montant du capital social. Et l'autre chose, c'était la présence ou non d'un administrateur au Japon. La loi sur les sociétés a supprimé l'obligation d'avoir un administrateur représentant résident au Japon. Par contre, au quotidien, notamment avec les banques, ça peut faciliter les choses d'avoir un administrateur représentant résident au Japon. Donc, ce n'est pas une obligation, mais ça peut de temps en temps faciliter les différentes transactions que vous pouvez avoir. Suivante. Donc, le calendrier, c'est le calendrier très général pour créer une société sous forme de KK. Il est d'environ 6 semaines. Donc, on peut réduire à 3-4 semaines si tout se passe bien et qu'il n'y a aucune difficulté. Mais dans les temps normaux, c'est à peu près le délai qui est requis pour la rédaction des documents, les phases de signature, les phases de notarisation, les phases de dépôt et d'obtention de l'extrait cabis. Quelques mots sur la fiscalité. Donc, en principe, la fiscalité commerciale est neutre selon la forme que vous avez adoptée. Vous avez des impôts qui sont prélevés nationalement et d'autres localement. Et tout ensemble, le taux effectif d'imposition sur les bénéfices de société est environ de 30%. En ce qui concerne la taxe à la consommation, le taux est passé de 8 à 10% il y a quelques mois, avec la création d'un taux réduit de 8% sur les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées et les repas emportés. Je vous ai dit tout à l'heure que les Japonais respectaient généralement bien les contrats. Malheureusement, il y a quand même de temps en temps des conflits. Donc, on constate que la résolution des différends par les tribunaux est quand même difficile.
c'est relativement long, ça peut être assez coûteux. Il faut avoir recours à des documents en langue japonaise, parce que le japonais est la langue de la procédure, et avoir recours aussi à des avocats japonais. Donc tout ça fait que le recours aux tribunaux peut être délicat. Donc, en cas de contentieux, vous pouvez bien entendu avoir recours aux tribunaux japonais. L'avantage, c'est vous pouvez intervenir directement vis-à-vis du débiteur sur place et obtenir des mesures conservatoires. Les inconvénients, je vous ai expliqué tout à l'heure, ça peut être la partialité ou une supposée partialité des juges, qui est parfois très, très méticuleuse, et également une forte tendance au compromis, ce qui signifie que parfois, pour la partie française, il n'y a qu'à faire prospérer le contentieux et on obtiendra une décision de justice. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Très souvent, les magistrats, lors des audiences de procédure, indiqueront aux deux parties les points faibles de leur argumentation et de leur dossier, de manière à les inviter à une transaction entre elles, plutôt que de rendre une décision. Donc, ça peut créer un peu de frustration également chez les parties françaises ou étrangères. Une autre solution, ça peut être d'avoir recours à l'arbitrage. L'arbitrage est très en vogue au Japon et le Japon souhaite promouvoir cette méthode de résolution des différends. Alors, il voit que dans la zone Asie-Pacifique, notamment à Singapour et en Corée aussi, voire à Hong Kong, l'arbitrage se développe fortement. Donc, le Japon ne veut pas rester à la traîne. Il a mis en place un centre de résolution des différends par arbitrage en plein cœur de Tokyo. Donc, c'est un bâtiment extrêmement moderne où on peut tenir des audiences arbitrales. Et le Japon est parti à la Convention de New York sur la reconnaissance de sentences arbitrales. C'est un avantage qui n'est pas neutre, c'est-à-dire que si vous allez devant un tribunal en France, il y a toujours un risque que la décision française ne soit pas reconnue par les tribunaux japonais et ne puisse, in fine, pas être exécutée. Or, si vous avez obtenu une décision arbitrale, elle sera plus facilement reconnue et donc exécutée. Donc, le choix entre juridiction étatique ou chambre d'arbitrage peut ne pas être complètement neutre pour résoudre vos différends. Dans l'ensemble, il y a peu de problématiques à l'implantation au Japon, donc vous pouvez venir, il n'y a aucune difficulté, et donc à très bientôt. Merci beaucoup, Davy. Je laisse la parole maintenant à Benoît, qui va vous parler du recrutement. Bonjour tout le monde, donc, je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Starczewski Benoît, donc je suis responsable de recrutement à la Chambre de commerce. Pour vous faire une petite historique de mon parcours professionnel, je travaille dans le milieu du recrutement à Tokyo depuis maintenant environ 5 ans. J'ai rejoint donc la Chambre de commerce il y a à peu près 1 an et demi, et avant ça, je travaillais donc en agence de recrutement où j'étais spécialisé dans l'industrie du FMCG, donc du consumer goods, des biens de consommation rapide, dans le type de job du sales et du marketing. Donc, voilà pour mon historique rapide. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite présentation sur le marché de l'emploi au Japon et comment réussir, ou plutôt comment débuter, comment bien engager votre recrutement sur Tokyo, enfin sur le Japon, en vous présentant les différents canaux de recherche et quels sont les éléments clés pour bien commencer votre recherche de candidat pour que votre implantation soit la plus réussie possible. Donc, tout d'abord, pour commencer par le marché de l'emploi, donc les chiffres que vous voyez, certains ont déjà été repris par Ophélie en début de présentation. Moi, je souhaiterais vraiment me focaliser sur les 2 chiffres que vous avez, enfin les 3 chiffres que vous avez en rouge, notamment un taux de chômage inférieur à 3% au Japon, donc 2,6 qui a été mentionné tout à l'heure par Ophélia. Qu'est-ce que ça veut dire sur le marché japonais? Ça veut dire que vous êtes sur un marché qui va être géré par les candidats et non pas par le nombre d'offres actives que vous avez sur le marché. Ce qui veut dire que les candidats peuvent être très sélectifs sur le type de job qu'ils vont choisir s'ils sont actifs. Après, vous avez le deuxième chiffre, 120 postes pour 100 candidats actifs, ce qui veut bien dire que vous avez plus de postes ouverts que de candidats en recherche de job. Ce qui complique énormément le marché puisque c'est très difficile d'attirer des candidats, de trouver des candidats pour vos positions. Donc, si tu peux aller où, merci. Donc, avant de parler de tout ça, je voudrais aussi également faire une petite conception de l'entreprise. Là, je parle vraiment des candidats japonais qui travaillent dans des sociétés japonaises, plutôt que des candidats qui travaillent dans des sociétés étrangères.
ce qui va représenter quand même une majeure partie des candidats. Donc, tout d'abord, au Japon, l'entreprise est ma famille, ce qui veut dire que le candidat japonais, quand il rentre dans une entreprise, il y a toujours cette conception d'une entreprise à vie. C'est-à-dire que le jour où il rentre dans son entreprise, l'idée, c'est de rester jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à sa retraite. Ce qui complique un peu les choses quand vous cherchez des candidats pour les faire changer, pour les amener dans votre entreprise. Ensuite, la spécialisation horizontale, ce que ça veut dire, c'est que quand un jeune diplômé rentre dans une entreprise, si par exemple il a étudié les mathématiques, il peut très bien entrer dans une entreprise où il sera vendeur d'assurance, par exemple. La spécialisation que vous avez à l'université n'aura pas forcément de relation sur ce que vous allez faire comme premier job. Et ensuite, quand vous rejoignez ce type d'entreprise, tous les 2-3 ans, vous pouvez être amené à changer de département. Donc, vous pouvez commencer en sales, ensuite travailler en tant que comptable, en tant que marketing. Vous pouvez changer assez régulièrement de job. L'inconvénient de ce type de système, c'est qu'au final, vous touchez un peu à tout, mais vous êtes spécialisé dans pas grand-chose. Donc, ça peut être une difficulté pour trouver un candidat spécialisé dans votre industrie, dans un type de job bien particulier. J'entends bien, encore une fois, je parle des candidats japonais qui travaillent pour des entreprises japonaises. Si vous regardez les candidats japonais qui travaillent dans des entreprises étrangères, sont plus souvent spécialisés dans un type de job bien particulier. Ensuite, vous avez l'évolution à l'ancienneté dans les entreprises japonaises. Cela veut dire que plus vous passez de temps dans votre entreprise, plus votre salaire va évoluer, également vos responsabilités. Donc, ce qui veut dire que si vous pensez à changer d'entreprise, c'est le risque de perdre un petit peu ce que vous avez accumulé et le risque de ne plus évoluer dans l'entreprise dans laquelle vous allez aller si vous changez de travail. Donc, au final, le changement d'entreprise au Japon peut être très compliqué, notamment pour les candidats qui travaillent actuellement dans des entreprises purement japonaises. Donc, c'est un contexte à prendre en compte. Vous êtes vraiment sur un contexte particulier au Japon que vous ne trouverez, je ne pense pas, en France ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, maintenant, comment réussir son recrutement au Japon? Donc, ce qu'il faut d'abord prendre en compte, c'est comment est-ce que vous allez trouver des candidats. Donc, je vous ai fait une petite liste des possibilités. Il y a d'autres possibilités, mais les plus courantes sont tout d'abord les cabinets de recrutement. Donc, les cabinets de recrutement, je pense, sont très connus au Japon, je le sont également en Europe. Vous aurez des cabinets comme Robert Walters, Hayes, ce genre de cabinets internationaux, très connus. Alors, l'avantage et l'inconvénient de ces cabinets, donc l'avantage, c'est qu'ils ont une base de données très large, ils ont énormément de candidats, puisqu'ils ont beaucoup de personnes qui travaillent au sein de ces entreprises de recrutement. Donc, ils peuvent vous présenter beaucoup de candidats, mais le gros problème des cabinets de recrutement, c'est les frais de recrutement, qui sont généralement très onéreux. Vous serez aux alentours de 35% en moyenne. Ce qui veut dire que si vous recrutez un candidat aujourd'hui pour environ 100 000 euros par an de salaire annuel, vous allez avoir 35 000 euros de frais de recrutement, plus les 10% de taxes de TVA, ce qui va vous ramener sur du 38 000, enfin près de 40 000 euros de frais de recrutement pour un simple recrutement. Également, lorsque vous travaillez avec un cabinet de recrutement, vous aurez toujours des interlocuteurs multiples. Vous ne parlerez jamais avec la même personne, ce qui peut être un problème dans le sens où il va falloir à chaque fois expliquer les bienfaits de votre entreprise, qui est votre entreprise, qui vous êtes, ce que vous recherchez. Ça peut être un problème au final dans certains cas. Mais les cabinets de recrutement sont beaucoup utilisés par les sociétés étrangères qui souhaitent s'implanter au Japon, puisqu'ils ont beaucoup de candidats. Ensuite, vous avez les job boards. Donc, les job boards, ça va être, je pense que vous connaissez déjà, ça va être Glassdoor, LinkedIn, ce genre de sites qui proposent aux entreprises de poster leurs offres. Le problème au Japon de ce type de canal pour rechercher votre candidat, c'est que vous n'aurez pas de recherche active. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, au Japon, les candidats ne sont généralement pas très actifs. Vous avez un taux de chômage très faible, donc les candidats ne sont pas très actifs. Et les candidats actifs vont généralement être déjà en contact avec les cabinets de recrutement et vont recevoir énormément d'offres, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus d'offres
que de candidats actuels. Donc, ils reçoivent déjà toutes les offres et n'ont pas besoin réellement d'aller sur les job boards, puisque tous ces jobs-là leur seront déjà présentés par des recruteurs. Donc, c'est un frais fixe que vous allez payer et c'est un petit peu au petit bonheur la chance, je dirais, pour retrouver de bons candidats sur ces job boards, puisque généralement, ils n'y sont pas. Donc, voilà, ça, c'est les deux principaux canaux de recherche sur le Japon. Après, vous en avez d'autres. Vous avez bien sûr le réseautage. Vous pouvez trouver, si vous connaissez une personne qui connaît une personne, ça marche très bien aussi à Tokyo. Et donc après, vous avez donc la chambre de commerce qui a un fonctionnement qui est très proche des cabinets de recrutement, à la grosse différence que les frais de recrutement à la chambre de commerce sont bien inférieurs aux frais de recrutement de ce que vous allez retrouver dans les cabinets de recrutement. On sera entre 13 et 16% du salaire annuel du candidat. Mais bon, l'inconvénient de la chambre de commerce, c'est que je suis aujourd'hui le seul recruteur, ce qui peut être plus ou moins un inconvénient et un avantage puisque je serai votre unique interlocuteur si vous étiez amené à travailler avec moi. Mais en ce qui concerne notre database, elle sera forcément inférieure à celle que vous allez trouver dans les cabinets de recrutement. Donc c'est un peu le pendant de la chambre de commerce, mais on a toujours de très bons candidats qui sont dans la plupart du temps des candidats bilingues qui parlent japonais et anglais, donc qui vous offrent la même qualité que ce que vous pourriez retrouver dans les cabinets de recrutement. Et on place à peu près une trentaine de... L'année dernière, j'ai placé 30 candidats pour des profils très variés, pour des industries également très variées. Et notamment françaises. On accompagne beaucoup les entreprises françaises. On a 99%, 95% des entreprises avec lesquelles nous avons travaillé et fait des recrutements seront des sociétés effectivement françaises. Ensuite, donc, les éléments clés pour réussir votre recrutement. Ce que je vais vous dire va peut-être vous sembler basique, mais c'est des points extrêmement importants pour démarrer votre recrutement au Japon. Et si vous ne respectez pas ces règles-là, vous n'avancerez pas parce que vous n'aurez pas de candidat au départ. Donc, la première chose, c'est de définir clairement le poste sur lequel vous souhaitez recruter. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut créer un descriptif de poste très détaillé, où vous allez expliquer point par point ce que vous recherchez de la part du candidat. Si vous n'avez pas cette explication, votre entreprise ne sera pas crédible face à d'autres entreprises qui présenteront ce genre de descriptif de poste. Vous ne pouvez pas demander à un recruteur de vous rechercher une personne, par exemple en marketing, en lui disant que vous avez besoin d'une personne qui sache un peu tout faire et que le poste sera défini au moment où la personne rejoindra votre entreprise. Ça ne marchera pas et vous aurez très peu de candidats, beaucoup moins de candidats et même pas du tout de candidats de bonne qualité si vous avez cette approche-là. Donc, il est très important de pouvoir présenter quelque chose en amont à votre candidat pour qu'il puisse comprendre exactement ce que vous recherchez et savoir si lui peut correspondre à vos attentes. Donc, définir un poste et le partager avec vos recruteurs ou sur vos job board est très, très important. Ensuite, définir les avantages de votre offre. Au Japon, le salaire n'est pas forcément la première motivation pour les candidats, pour les convaincre de changer de job. Il y a énormément de choses qui peuvent rentrer en compte. Ça peut être la culture d'entreprise, ça peut être, et c'est d'ailleurs un des points principaux, la sécurité de l'emploi. Comme je vous l'ai expliqué, au Japon, les candidats ont beaucoup, l'état d'esprit des candidats japonais avec une entreprise à vie reste très ancré. Donc, il est très important pour eux, s'ils rejoignent une nouvelle entreprise, d'avoir un emploi stable où ils pourront rester longtemps, tout en sachant que beaucoup de foyers au Japon, seul le mari travaille, donc ils n'ont qu'un revenu, et donc il ne peut pas se tromper. C'est très important pour lui de rejoindre une entreprise où il sera sûr de rester, où la culture sera une bonne culture. Après, il peut y avoir aussi d'autres raisons. Ça peut être des challenges personnels, ça peut avoir peut-être du management qu'ils n'ont pas dans leur entreprise actuelle. Il y a énormément de raisons. Le salaire, comme je vous dis, n'est pas la seule motivation pour les candidats. Donc, il est aussi très important face à des géants comme, je ne sais pas, par exemple, dans certaines industries comme Google ou Amazon, de pouvoir vous démarquer. Il est important que si votre entreprise n'a pas cette notoriété, de pouvoir leur montrer vos qualités. Il est très important que le candidat puisse comprendre ça
pour le donner envie de postuler à votre poste. Et ensuite, définir le cadre de vos entretiens. Il est extrêmement important également pour les candidats japonais. Pas forcément pour tout le monde, je parle vraiment là plutôt pour les candidats qui viennent d'entreprises japonaises, de définir les modalités d'entretien. C'est-à-dire que pour le premier entretien, si vous sélectionnez une personne, lors du premier entretien, si vous lui dites qu'il rencontrera la personne A et B, il faut que seulement la personne A et B soient présentes pendant l'entretien. Si vous rajoutez la personne C, il risque d'être pris de court, de perdre un peu ses moyens et de ne plus vouloir travailler avec vous. Donc, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à certains de mes anciens collègues. Il est important que tout soit défini avant l'entretien et que tout soit respecté. Que ce soit l'heure d'arrivée du candidat, les personnes qu'il va rencontrer, le contenu de l'entretien, ça doit être un peu préparé à l'avance. Et également, un dernier point, vous assurer des compétences réelles de vos candidats. Également, je parle encore pour les candidats qui viendraient d'une société japonaise. Il est très fréquent au Japon qu'un candidat vous dise, voilà, dans mon travail, je fais A, B et C, alors que son équipe réalise les tâches A, B et C. Et lui ne réalise qu'une petite partie de la tâche A. Mais il ne vous l'expliquera pas comme ça, il vous l'expliquera de la manière dont lui voit son groupe au travail. Donc, il est très important de le mettre en situation et de lui parler de ses compétences réelles et de vous assurer qu'il soit capable de faire le job. Ça peut arriver que voilà, il y ait parfois des problèmes d'interprétation et que vous vous retrouviez à engager une personne qui ne soit pas forcément la personne compétente pour ce poste. Donc voilà, ça c'est les éléments un peu les éléments respectés pour commencer votre recrutement. Ensuite, je vous ai mis une grille des salaires du Japon. Je suis désolé, je vous l'ai mis en japonais, mais pour vous le faire assez rapidement, en haut à gauche, vous avez les personnes dans leur vingtaine. Donc le chiffre 348 correspond à 3 480 000 yens, ce qui représente à peu près 32 000, 33 000 euros, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc ça, ce sera le salaire moyen pour une personne dans la vingtaine. Dans la trentaine, 4 500 000, ce qui représentera 42 000, 43 000 euros. Dans la quarantaine, 5 860 000 et dans la cinquantaine, 7 210 000. Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Tout dépendra de l'industrie, tout dépendra de la spécialité de votre candidat. Voilà, ce sont des chiffres, ce sont des moyennes, mais qui peuvent vraiment varier en fonction de l'industrie et de la spécialisation du candidat. Voilà, merci beaucoup. Merci, Benoît. Je vais maintenant vous parler de notre journée recrutement. Alors, notre journée implantation. Donc, nous avons mis en place à la CCIFI une journée implantation spécialisée sur le Japon. Donc, lors de ce webinaire, vous avez pu avoir un tour d'horizon relativement succinct, bien que très intéressant, de tout ce qui est faisable en termes de droit, de recrutement, etc. Néanmoins, si vous voulez vous implanter et monter votre structure juridique, il va falloir vous faire accompagner un peu plus de profondeur. Nous avons donc un programme qui s'articule autour du choix du statut, bien évidemment accompagné derrière par des experts, des cabinets d'avocats, comme le cabinet TMI de David aujourd'hui. Également, selon votre secteur d'activité, les taxes et le régime fiscal auquel vous allez être soumis. Un point d'ancrage aussi sur la comptabilité qui est relativement qui est différente mais tout à fait accessible. Néanmoins, ça vous donne un petit peu une évaluation de la gestion comptable que vous pouvez avoir quand vous montez votre filiale. À quelle banque s'adresser? Ouvrir un compte bancaire au Japon, ce n'est pas d'une simplicité enfantine. Néanmoins, si vous êtes bien accompagné, vous allez pouvoir l'ouvrir en sécurité et rapidité. À quelles assurances vous devez souscrire? Comment recruter? L'immobilier, si vous êtes une entreprise qui est dans le retail et qui souhaite avoir un magasin pignon sur rue. Immobilier, si vous êtes une entreprise qui travaille en B2B et qui a besoin d'ouvrir des bureaux. Donc, soit des bureaux en propre à vous, soit effectivement s'appuyer sur un partenaire comme la CCI qui a un centre d'affaires ici et qui peut accueillir les entreprises qui sont au début monocellulaires.
mais également l'immobilier pour installer votre famille si vous implantez au Japon, donc de l'immobilier plutôt privé. La famille également, tout ce qui est information utile en termes de visa, de carte de résidence, etc. On vous donnera également des informations sur une approche marché, donc quelles sont les spécificités. On les a un tout petit peu abordées aujourd'hui, mais il y en a évidemment bien plus. Et également l'aspect interculturalité qui est un des facteurs les plus importants. Donc, une formation ici orientée sur les business manners, comment s'adresser quand on monte sa filiale aux différents acteurs japonais. Voilà. Donc nous vous enverrons cette présentation. Donc dans un... je vais vous partager le document, excusez-moi. Partager. Voilà. Donc là, c'est ce programme de journée d'implantation que l'on peut vous proposer et que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à des questions-réponses. Je vous invite à écrire sur le chat qui est disponible normalement dans vos onglets sur le Q&A et on est à votre disposition pour toute question. Donc dans votre écran, il y a écrit Q et R, qui est le chat pour éventuellement poser des questions. N'hésitez pas sur des points qui auraient pu ne pas être évoqués. Donc là, on a une question. Non, pas de question. Ok, très bien. Bah, écoutez, nous restons à votre disposition, tous autant que nous sommes autour de cette table. Merci de votre participation. Nous allons maintenant lancer un sondage, comme je l'avais indiqué en début de webinaire, pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Et on se tient effectivement à votre disposition pour la suite, si vous souhaitez avoir des réponses plus précises à des cas particuliers sur une implantation au Japon de votre future filiale. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.